Voilà, donc bonjour à tous. Nous allons faire ici la leçon numéro 4 sur les assemblages constructifs par rapport à la première leçon qu'on avait eue ensemble sur les trois premiers chapitres qui concernait donc la stabilité de manière générale au niveau du chapitre 3 sur les constructions préfabriquées. Le chapitre donc numéro 1 était un premier chapitre relativement introductif et qui n'apportait pas grand-chose d'un point de vue technique. Le deuxième était plus une présentation plutôt des différents systèmes que nous avions vus ensemble sur d'abord tout ce qui était les systèmes structurels, les systèmes d'éléments de façade, donc un porteur, non porteur, éléments structurels divers. Donc on avait fait ensemble le récapitulatif de tout ce qui était fait de manière générale dans ce système. Et ici, après donc les trois premières leçons du premier cours, nous allons voir ici la leçon numéro 4 qui est assez courte et pas très très longue, la leçon numéro 5 et la leçon numéro 6. Alors la leçon numéro 4 ici va parler des assemblages constructifs. Donc les assemblages constructifs qu'on va avoir dans des structures préfabriquées. Il n'y en a pas 36 000, pourquoi? Parce qu'en fait les assemblages constructifs dans le béton préfabriqué, on essaye toujours de simplifier au maximum les assemblages, puisque le but principal d'utiliser le béton préfabriqué, c'est d'essayer de mettre le système le plus rapidement possible en place. Donc au plus on arrive à faciliter et à solutionner l'assemblage, au plus forcément on est dans cette philosophie du béton préfabriqué qui concerne vraiment quelque chose d'un point de vue simple dans l'assemblage et quelque chose de rapide. C'est vraiment qu'on veut essayer. Comme vous le voyez ici, donc le but de ces assemblages est toujours, bien évidemment, de garantir une certaine liaison entre les éléments, avec bien évidemment la partie portante en dessous, et d'essayer de transférer ça vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des éléments structurels. Si je prends l'exemple d'un panneau de bardage avec une colonne, on va essayer de liaisonner l'effort de poussée du vent qui vient sur l'élément de bardage et qui va lui-même transférer l'effort à son assemblage de colonnes et bien évidemment la colonne va transférer son effort à l'élément de fondation via aussi un élément d'assemblage. Donc on voit que finalement les assemblages, on les trouve à tout niveau, à tout niveau, à tout système structurel et à tout niveau des éléments vraiment qui composent une structure traditionnelle en béton préfabriqué. Donc on retrouve, comme vous le voyez ici là-dessus, l'action diaphragme des planchers qu'on a vu préalablement ensemble et que je vous remémore ici peut-être pour avoir un petit peu plus facile. Donc c'était vu dans la leçon numéro 3. Alors cette action diaphragme des planchers, c'est ce qu'on trouvait ici. Donc vous vous souvenez, on avait ici dans la première partie, on avait l'effet de vent qui arrivait sur l'étage d'une ossature. Donc qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là? On voyait qu'en fait l'effet de vent se transmettait via les panneaux de façade qui étaient situés ici. Cet effet de vent se transmettait des panneaux de façade vers les éléments de plancher. Comment? En poussant simplement sur les éléments de plancher qui sont mis ici de manière longitudinale, dans le même sens que l'action du vent. Et donc on voyait arriver en pointillé ici tout du long ce qu'on appelait les lignes de transfert d'effort, de compression. Et qu'est-ce que ça a à voir? En fait, ces lignes de transfert vont transférer l'effort vers, comme vous le voyez ici, le noyau central, qui est lui l'élément rigide du système de l'ossature. Donc, on en avait conclu que quoi? Qu'en fait, dans un système de plancher, l'effet de vent va avoir tendance à déformer tous les éléments de plancher. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transférer cet effort de déformation dans la chape de compression. Et dans cette chape de compression, on va finalement retrouver, comme vous le voyez ici, avec une partie un peu en couleur, avec ici une partie en pointillé, on va retrouver ce que l'on avait appelé l'arc de compression. Donc cet arc de compression, c'est ce qu'on avait ici parlé du point de vue de la stabilité, ce qui permettait de reprendre d'abord en premier lieu l'effet de déformation de tous les éléments de plancher, et comme je vous ai dit, à l'opposé de l'endroit où s'applique l'effet de vent, vous allez avoir ici l'effet de traction. Et donc cet effet de traction que vous voyez là-bas, en fait c'est uniquement dû
à la déformation de l'ensemble du plancher qui va lui, par contre, partir dans le sens de la déformation des éléments de façade où s'applique l'action du vent. Et donc pour contrer cet effet de façade, on va coupler à la chape de compression des armatures en acier. Donc vous aurez toujours, dans cette chape de compression, vous aurez toujours le béton pour reprendre la compression qui provient des déformations des éléments de plancher, et enfin, ici les armatures. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un rappel qui a été fait par rapport à ce qu'on appelait l'action, donc diaphragme, dans nos éléments de plancher. Au niveau du comportement maintenant structurel, donc vous voyez ici on a une coupe générale par rapport à une structure préfabriquée avec l'élément de dalle, la colonne, le plancher, les poutres de plancher, poutres de toiture et éléments de toiture. En fait, du point de vue résistance même, l'assemblage, qu'est-ce qu'il va recevoir comme charge? En fait, il va recevoir tout simplement deux. Pas très compliqué à comprendre. Il y a d'abord les charges qui sont gravitaires. Les charges gravitaires, c'est quoi? C'est les poids propres. D'abord des éléments qui vont s'appuyer sur l'élément d'appui. Les charges accidentelles, c'est quoi? Ça peut être l'effet de vent. Ça peut être les personnes qui rentrent dans une pièce, qui créent une surcharge sur l'élément de plancher, et puis ces personnes s'en vont. Ça peut être sur nos éléments de toiture, la neige. Ça peut être des personnes qui viennent entretenir, par exemple une étanchéité ou faire une réparation ponctuelle. Ça peut être considéré comme des charges accidentelles. Ça veut dire que c'est des charges qui ne sont pas, on va dire, répétitives, qui ne sont pas quelque chose qui arrive fréquemment, mais qui, dans la vie même de l'ouvrage, peuvent à un moment donné arriver. Donc, ça peut arriver que ces charges arrivent. Donc, on doit reprendre en fait ces deux types de charges. Et pour pouvoir reprendre ces deux types de charges, on doit d'abord comprendre que l'élément va se déformer. Il va se déformer via, soit, si je prends l'exemple des planchers, vous allez avoir une déformation au niveau de la flèche même de l'élément. Et cette flèche va engendrer au niveau des appuis sur les poutres de plancher des rotations. Donc on va avoir des rotations au niveau des extrémités des planchers qui doivent être à un moment donné tolérées. Jusqu'à un certain point, on doit les contrôler, mais elles doivent être tolérées. On peut avoir aussi notamment, quand on est au niveau des appuis d'éléments de bardage sur nos colonnes, on doit avoir à un moment donné des déformations possibles dues, par exemple, à l'effet de dilatation. Quand le vent, ou même, allez, on va dire, le soleil tape sur nos éléments de bardage, vous êtes d'accord avec moi, c'est des éléments en béton, c'est des éléments qui vont se déformer, et donc on va avoir une légère dilatation de l'élément. Et donc on doit pouvoir permettre la légère déformation des éléments les uns à côté des autres, et ça se fera via les éléments qu'on va voir au niveau des assemblages. Alors la première possibilité que vous allez voir, et je vais rentrer directement dans le domaine technique, même ici de l'élément, ça va être au niveau structurel, bardage, colonne. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, quand on travaille en béton préfabriqué, bien évidemment les colonnes elles sont en béton. Maintenant on peut très bien avoir un système de bardage préfabriqué qu'on va venir remettre sur un élément de colonne en acier. C'est tout à fait faisable. Dans ce cas-là alors, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir ici. En fait on retrouve la structure de la colonne, l'élément de bardage qui peut être en béton, qui peut être en béton cellulaire, peu importe, on peut même avoir des panneaux sandwich si on veut. Et en fait, on le voit ici, on voit via l'assemblage, genre de patte en Z. En fait, cette patte en Z, elle est ici. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une partie pleine à droite et une partie qui est évidée d'un trou de 18 mm de diamètre, qui va se retrouver, cette partie gauche, côté bardage. Et la partie pleine, elle, va être côté colonne. Alors donc avec ça, en fait, c'est pas très compliqué. Par élément de bardage, vous devez comprendre que sur la hauteur de l'élément, il y a deux trous qui sont effectués ici. Ici, forcément, c'est une vue en plan. Mais ces deux trous vont nous permettre, grâce à ce trou inséré dans la plaque, d'insérer une tige filetée qui, à son extrémité, recevra, comme on le voit là-dessus, des écrous. Et ça nous permettra de serrer
Ben, simplement le bardage contre la petite semelle de notre poutrelle métallique placée verticalement. Donc ça, en fait, on va laisser, comme on le voit par rapport à l'espacement ici, on va laisser un petit peu de tolérance entre l'élément de bardage et la colonne. Donc on garantit toujours une possibilité de rotation et de flexibilité de l'élément de bardage sur la colonne. Et au point de vue de la dilatation des éléments de bardage en béton, ben on va retrouver, comme on voit ici, un petit 10 mm qui sert à quoi? Ben en fait, ce 10 mm, il va servir tout simplement à la déformation via la dilatation des éléments de bardage. Et souvent, ce 10 mm, ben c'est souvent ce qu'on remplit avec, par exemple, un matériau souple de finition pour empêcher l'infiltration d'eau. Et ce matériau souple, ben ça peut être du Sikaflex. Donc, un matériau qui se déforme très bien, qui supporte très bien les UV et qui permet toujours de garantir l'étanchéité à l'eau pour ne pas qu'elle s'infiltre entre les éléments. Donc ça, c'est la première possibilité d'assemblage. C'est vraiment la colonne métallique avec la poutrelle. Deuxième type d'assemblage, alors là c'est un petit peu plus complexe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord ici en blanc, si on suit le curseur, un premier élément de bardage. Élément de bardage supérieur. On voit ensuite ici en dessous un élément de bardage inférieur. Et donc nous ici, on va étudier vraiment en détail comment on va assembler ces éléments. Mais ces deux éléments, forcément, vont devoir être assemblés sur une colonne en béton, qu'on voit là derrière. Colonne en béton armée. Alors, nous, ce qu'on doit faire, on doit essayer de savoir jouer avec les trois directions. Direction X, direction Y et direction Z. Ces trois directions, je vais vous en parler ici de manière assez simple. D'abord, en premier lieu, il faut comprendre que dans la colonne, ici, il y a ce qui s'appelle un rail, qui est ancré, on le voit là et ici, dans la masse même de la colonne. Cet assemblage va nous permettre de voir qu'en fait, ça va être la direction en fait Y qu'on va pouvoir se prendre. C'est la hauteur qu'on va pouvoir régler avec ce rail. En pratique, vous allez voir, je vous montrerai des photos après, donc comment ça se fait sur chantier. On défait simplement un petit cache et on vient placer notre élément dessus. La deuxième direction, qui est la direction Z, qui est la direction, on va dire, de profondeur. Donc savoir régler la profondeur entre l'élément de bardage et si on vient toucher ou non notre colonne. Ben en fait, cette deuxième dimension Z, on va pouvoir la régler via cette deuxième platine, donc celle qu'on voit ici. Alors cette platine, comme on le voit, a un embout en T qui vient s'insérer dans le rail qui est ancré dans notre colonne pour vraiment donner cet appui. Et on voit ici tout le long, on a des parties dentelées. Pourquoi? Ben ça nous permet tout simplement, grâce au trou oblong qui est ici à l'intérieur, de faire coulisser notre petite tige filetée et de venir la cercler avec une bague ici, ou un plat, qui est lui-même cranté qu'on voit ici, et de venir fixer le tout avec un écrou. Et donc, ben, grâce à ça, on va pouvoir donner ce sentiment de décalage et donc de venir pincer complètement l'élément de bardage sur notre colonne. Vous allez me dire, on a fait la direction Y, on a fait la direction Z, on va faire la troisième direction, c'est celle X. Ben en fait, on va pouvoir régler cette troisième dimension grâce au rail, qui est en fait quasi le même rail que celui qu'on a dans la colonne. Ben ce rail va être ancré dans l'élément de bardage ici inférieur. Et donc ce rail va nous permettre de travailler avec la troisième dimension X et on va vraiment décaler complètement ce système de tige filetée dans le rail pour bien aligner au niveau X ben, le bardage, au niveau Z la profondeur entre les éléments de bardage et la colonne, et enfin Y ben, la direction que l'on aura dans notre colonne. Donc vous voyez que là, on a vraiment l'assemblage d'éléments de bardage en béton sur une colonne en béton, et on vous montre comment on va régler le système dans les trois directions.
Alors en réel, ça ressemble à quoi ces assemblages? Ben, en fait, voici les rails. Donc ça, c'est vraiment les rails que vous retrouverez dans les assemblages pour les éléments de façade, les éléments de panneaux et les éléments de colonne. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir des largeurs différentes. Ça dépend forcément des éléments. Plus ils sont longs, plus on va aller chercher des éléments d'ancrage qui sont déjà plus imposants. Et plus forcément le rail est large et offrira une ouverture grande, au plus vous aurez des longueurs de tiges ancrées dans les masses des éléments en béton qui seront lui aussi importants. Donc voilà, ça vous montre un petit peu les panels qu'on peut avoir entre les colonnes métalliques avec les panneaux de bardage, ou enfin, comme vous le voyez là-dessus, les éléments en béton avec les assemblages classiques en béton au niveau des bardages. Alors là, vous le voyez, ces éléments se retrouvent donc ici. On le verra peut-être mieux par rapport à l'illustration que je pourrais peut-être à la limite vous montrer au niveau même des vidéos. Donc on va essayer de voir ici. Voilà. Structure préfabriquée, donc là voici. Donc voilà ici l'assemblage que je pourrais vous montrer là-dessus. Donc on retrouve, si on fait un petit zoom, voilà. On va faire un petit zoom pour voir un petit peu mieux. Donc on retrouve les rails que je vous ai montrés, donc qui viennent s'ancrer, là ici, donc vous avez le premier panneau qui est le panneau en béton. Alors ceci, c'est la colonne, forcément. Donc les rails ici, c'est celui qui est ancré dans le panneau. Le rail ici vertical, celui qui est ancré dans la colonne. On retrouve, comme on peut le voir là-bas, le petit T, donc qui vient s'ancrer simplement dedans. Et on voit ici la partie de cette plaque qui est crantée. Et on retrouve le trou oblong, enfin, du moins une partie, puisque l'autre est caché derrière la petite platine, qui est crantée aussi ici, et notre écrou avec notre petite tête filetée. Donc là, vous voyez, on a une première possibilité d'assemblage. Alors j'ai juste une petite remarque à donner, notamment sur cet assemblage de structures en béton fabriquées. Vous allez me dire, monsieur, ici, ok, on a compris votre système avec les trois systèmes donc, de position X, Y, Z. Mais en fait, ici, pourquoi est-ce que c'est simplement une cornière en L, on ne peut plus bête, avec un petit écrou, petite platine et notre tige filetée. En fait, il faut savoir que dans l'élément que je vous montre ici, en fait, il arrive que quand vous analysez ce système-là, on soit peut-être pas dans un système de fixation d'éléments de bardage sur colonne, mais qu'on soit sur un système de fixation pour la cornière uniquement vis-à-vis d'une margelle. Donc en fait, la margelle ici, elle sert à quoi? Elle sert à garantir un niveau inférieur d'éléments de bardage horizontal. Et donc ça, on va pas le prendre suivant un élément préfabriqué tout compliqué avec des assemblages qui vont à gauche à droite, mais on va le prendre tout simplement au niveau de sa fixation avec une cornière. Parce que ça, vous ne sauriez pas cette pièce-là la préfabriquer. Il faut quasi prendre un morceau, venir disquer dedans et hop, vous le posez dessus. Si vous savez mettre un élément préfabriqué, tant mieux, mais c'est beaucoup plus simple sur chantier de venir l'assembler via une cornière. Alors, ici, on revient ici 2 secondes à notre système. Donc l'autre système possible que vous pourriez rencontrer là-dessus est un système par cornière. Alors là, c'est aussi faisable vis-à-vis d'éléments de bardage. Donc on peut aussi trouver via ceci des éléments de bardage qui sont fixés via cornière. Là, c'est vraiment quand on n'a pas envie nécessairement de se tracasser du système, parce qu'en fait, on le voit ici en dessous. Et là, en fait, il y a 2 petits caches qui sont normalement les systèmes qu'on devrait avoir via ces systèmes d'assemblage-ci. Donc, des fois, quand vous avez un élément de façade qui est un petit peu plus lourd, parfois un petit peu plus épais, si vous n'êtes pas sûr et certain du système d'assemblage comme ceci, là, certains entrepreneurs peuvent envisager le système de le mettre sur une cornière complète. Et là, alors, il faut passer son temps à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous, 14 trous en tout, tige filetée, et on envoie par ancrage chimique, par exemple, l'assemblage classique.
Alors ici, je vous ai fait un petit résumé, c'est un slide, je pense que vous n'avez pas dans votre livre, mais bon, c'est pas grave, vous allez le comprendre directement. Donc en fait, ici, je vous ai montré un petit résumé de ce qu'on peut avoir. Alors on retrouve donc ici, colonne en béton cornière, élément de bardage béton, élément de bardage béton. C'est le système, on va dire, facile à utiliser, hein, on fait les trous et puis on se tracasse de rien. Ou alors c'est l'autre système sur les deux euh, assemblages d'éléments de béton et béton, on prend la petite plaque avec les rails, on vient l'insérer, l'autre partie crantée et on serre avec l'écrou. Donc on a ici ensuite les éléments en béton cellulaire de façade. Donc là en fait on vient avec un énorme plat et on vient fixer les éléments les uns aux autres dans le sens de la longueur des éléments. Et puis après ce qu'on fait c'est que on a ici un cache qui subit donc l'ouverture lors du montage. On met une tige filetée ici dedans et on assemble simplement cette plaque avec la tige pour pouvoir faire l'assemblage et le nœud structurel entre les trois. Ça, c'est les panneaux sandwich de base, donc avec une tôle métallique, un isolant et une tôle nervurée devant. En fait, dans la colonne en béton, là, on aura un U qui sera noyé donc dans la colonne et qui permettra de venir fixer par une vis. Hop, on traverse tout simplement le panneau et on vient fixer notre élément à ce U. Donc ça, c'est les trois systèmes que je pouvais vous montrer par rapport aux assemblages de colonnes avec éléments de bardage. Donc ça, la première partie, c'était colonne béton avec éléments structurels bardage classique, on ne peut plus simple. Donc vraiment éléments structurels colonne béton avec éléments de bardage. Deuxième système d'assemblage structurel, c'est par rapport aux éléments de panneaux. Donc qu'est-ce qu'on aura vis-à-vis de l'assemblage via ces panneaux? On le voit ici, on va avoir les armatures de chaînage. Donc comme on le voit ici en bas à droite, on va avoir les armatures de chaînage qui vont au niveau supérieur lier tous les éléments de panneaux les uns avec les autres et qui vont vraiment servir de chaînage, soit périphérique si on est à la périphérie du bâtiment, ou alors c'est un assemblage longitudinal si on prend simplement la continuité du sommet des panneaux de béton. Alors on peut s'apercevoir qu'ici, il existe donc des joints crantés. Pourquoi? On va le comprendre assez aisément. En fait, via ceci, si on regarde, on aura, quand on va assembler deux panneaux de béton, on va avoir ici des forces horizontales qui vont s'appliquer parfois, qui peut être due à la façade qui bouge, qui va se transférer vers des murs qui sont perpendiculaires à la façade, etc. Et donc on va avoir des charges horizontales qui vont devoir être à un moment donné reprises dans cet assemblage. Et donc il va se passer, grâce à ce crantage ici, cette forme un petit peu oblique, ce qu'ils appellent des bielles de compression qui vont justement reprendre ce décalage. Et vraiment, c'est ça qui va permettre, dans notre assemblage, de faciliter la reprise de l'effort. Comment? Grâce en fait à une barre métallique verticale qui va venir se placer ici, sur toute la hauteur de nos panneaux. Vous allez dire, oui, mais monsieur, votre barre verticale, elle se fixe comment? On la place dans le trou et puis on s'en va? En fait, non. Cette barre verticale que vous voyez ici sur l'image, elle va être serrée à l'aide de boucles métalliques que vous voyez là et ici. Alors en fait, ces boucles métalliques vont servir d'empêcher à ce que l'armature puisse commencer à glisser horizontalement dans l'assemblage que l'on fait entre les murs en béton préfabriqués. Comme vous le voyez là-dessus, ces boucles, en fait, ce sont simplement des rails qui ne sont pas les mêmes types de rails qu'on a vu avant avec tout le système d'éléments de bardage en béton sur colonne en béton. En fait, ce sont des petits rails métalliques fins qui sont, on le voit ici à l'arrière, ancrés via une sorte de petite tige dans la masse même du panneau en béton. Et la boucle, c'est celle-là qui va nous permettre de faire dans un sens et dans l'autre l'assemblage avec l'armature. Donc ce rail-là, il sera dans un panneau. Ce rail-là, il sera dans un autre panneau. Sur chantier, qu'est-ce qui se passe? On défait
simplement le cache qui protège ce rail. On défait les boucles, on envoie la tige sur toute la hauteur, et puis on coule l'ensemble à l'intérieur par du Groutex, qui est, je vous rappelle, un mortier sans retrait, qui va sceller l'assemblage avec la barre. Alors je vous montre ici, au niveau même de la marque, donc c'est la marque Pfeiffer qui fait ça. C'est une marque qui propose donc ces systèmes d'assemblage d'éléments. Donc on le voit en fait, un des buts principaux de ces éléments, c'est de pouvoir vous donner ici une première résistance dans un des trois sens de déformation des panneaux les uns avec les autres. C'est le sens, on va dire, Y, le sens de la hauteur, comme on voit ici par la reprise des flèches. Le deuxième sens, c'est le sens X, donc on ne saurait pas avoir ici d'effort vraiment complet d'arrachement entre les panneaux, puisque les boucles dans l'assemblage même des panneaux vont nous permettre de contrôler ça. Donc on ne saurait pas avoir un problème. Je vous fais un petit zoom ici pour voir un petit peu mieux. Troisième élément, comme vous le voyez, c'est l'élément Z, c'est la profondeur, c'est l'effet finalement de cisaillement. Donc là, grâce à ces assemblages, on n'a pas d'effort de cisaillement qui vont décaisser, vraiment déchausser les panneaux les uns avec les autres. Donc comment est-ce qu'on assemble ces éléments? En fait, on peut avoir des assemblages, je vais vous montrer les schémas et les détails techniques. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici sur la droite, on a les trois possibilités de reprise d'effort, vraiment dans ces éléments. On a en rouge, on a la reprise via l'arrachement, donc X. En bleu, on a le décalement vertical suivant Y, qui est un genre de cisaillement si on veut. Et puis on a en vert, comme vous le voyez là-bas, vraiment un cisaillement qui se fait dans le sens donc perpendiculaire au panneau et qui est empêché. Alors donc on a ici un premier détail technique. Donc on voit un panneau, un deuxième panneau. On a ici la tige qui est ancrée dans la masse de béton. On voit en brun la barre métallique, et ici, on voit dans les deux sens les boucles d'assemblage. Donc ça peut être dans la continuité des murs, ça peut être via un angle, ça peut être via un assemblage en T, ou ça peut être, comme vous le voyez ici encore possible, un assemblage entre un mur plus épais et un mur moins épais, voire même un poteau, ça peut être aussi faisable. Donc vous voyez que vraiment cet assemblage peut être fait via plusieurs variantes, plusieurs situations. Alors si on regarde maintenant ce qui est possible de faire, donc vraiment au niveau du détail, on voit le premier panneau, le deuxième panneau, on voit ici les caches, et on voit les boucles qui viennent servir à assembler notre barre, par exemple de diamètre 12 mm, qui est ici, ce qu'on peut avoir. Ok. Après, forcément, ce qu'on fait, on remplit de Groutex, et on a notre assemblage qui est effectué. Donc ça, c'est vraiment un premier assemblage constructif pour les éléments de panneaux en béton. Alors vous voyez pratiquement sur chantier comment est-ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on arrache simplement, il y a une petite bande cache qu'on arrache, avec un marteau, on tire. Je vous refais encore un deuxième petit zoom pour voir un petit peu mieux. Donc on tire simplement les petites boucles, et ça nous servira à pouvoir utiliser le système dans sa meilleure manière. Au niveau de sa préfabrication, en fait c'est dans le boîtier même du coffrage où va recevoir le béton, où va recevoir le coffrage, le béton avec les armatures. Vous voyez ici, on a les tiges qui seront ancrées dans la masse de béton, et là, par l'arrière, c'est là où on verra la bande cache qu'on l'enlèvera sur notre chantier. Ok. Alors, ça c'est un petit peu plus rare, c'est au niveau des décalements de joints, quant au niveau de la fin vraiment d'assemblage d'éléments en béton, c'est un petit peu plus rare d'avoir un décalage comme ça pour reprendre sur une masse et une autre masse
les formes de cisaillement longitudinales. C'est un petit peu plus rare, donc je vous dis, ça existe, mais on va pas nécessairement faire un débat pour voir si ça existe de manière réelle ou pas. Alors en fait ici ensuite vous avez les liaisons donc boulonnées. Alors ces liaisons boulonnées, je vérifie juste quelque chose. 2 secondes. Donc ici on voit donc par rapport à ces mécanismes de transfert de force, donc on voit là-dessus les transferts par rapport aux différents éléments qui sont des liaisons boulonnées. Donc les éléments toujours en béton. Alors on le voit que c'est un possible assemblage qui est utilisé notamment comme on le voit sur des poutres, par exemple des poutres de toiture avec des colonnes où on replonge encore ici une tige filetée avec un petit écrou qui reprend donc forcément les deux efforts qui peut être l'effort de traction où la poutre de toiture a tendance à se soulever par la rotation qu'elle a ici, donc on reprend cet effort de traction et l'effet donc de cisaillement, le balancement donc horizontal qu'on pourrait avoir. Donc ça peut se faire aussi. Le deuxième type aussi d'assemblage qu'on peut avoir et qui est un des plus simples que vous rencontrerez dans votre vie pratique professionnelle entre une colonne et une semelle en béton, qu'on avait déjà parlé donc pas la semaine passée, il y a 2 semaines je pense. C'est simplement, voyez, les barres d'attente qui ressortent de la fondation et qui viennent se loger dans les ouvertures que l'on a via le bas des colonnes. Et donc, le Groutex qui va sceller le bas de la colonne avec notre fondation et donc notre barre d'attente, ou nos barres d'attente, pardon. Alors à quoi est-ce que ça ressemble ces gaines-là? En fait, c'est tout simple, c'est tout bête. On a 2 trous, et dans ces 2 trous, ce qu'on fait, on retrouve en fait une sorte de boîte de conserve qui est une cheminée métallique que l'on place donc à l'intérieur de la colonne lors de la fabrication. Et alors ceci, c'est seulement du Groutex qui est scellé, ferme, enfin qui est rigidifié et qui est séché. Alors en vrai, ça ressemble, si je regarde et je vous montre une illustration, je crois que c'était dans ce guide technique-ci. On voyait une image de la préfabrication. Mais à moins que ce ne soit ici, je pense. Je pense que c'était ici. Voilà, on ne le voit pas tellement bien. C'est pour ça que je ne vais pas trop zoomer parce que sinon on ne verra pas vis-à-vis de la finition. Mais en fait, on voit une colonne qui s'apprête à être préfabriquée et à être coulée, donc elle est armée, etc. Et en fait, vous voyez ici, il y a 4 tiges, 4 trous qui sont des cheminées, et c'est donc avec ça que l'on met tout simplement, par après, nos armatures d'attente viennent se glisser dans ces tiges-là. Et alors vous voyez ici, là, on met du papier cache lors de la fabrication, pour quand on a les panneaux de coffrage qui sont fermés, pour arriver à vraiment fermer hermétiquement le coffrage et empêcher qu'il y ait du béton qui rentre dans ces cheminées-là, quoi. Ça va? Alors, donc, petit récapitulatif ici. Donc, on a vu ensemble en premier lieu les assemblages qu'il y a entre, forcément, les colonnes et les panneaux de bardage, premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que on vient sceller d'une certaine manière les murs entre eux via les effets de boucle et les chaînages. Donc ça c'est pour assembler les murs porteurs entre eux, pas des murs de bardage, c'est uniquement souvent utilisé dans les ossatures. Ici, assemblage, on va prendre l'exemple de la colonne avec la poutre de toiture. Ici, assemblage, fondation
avec la colonne, de la manière la plus simple, avec les armatures d'attente. Ensuite ici, on va prendre l'assemblage d'une poutre avec par exemple un mur ou une colonne ou autre. Une poutre de plancher par exemple. Okay, ben là en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quasi presque exclusivement, on va avoir des efforts de compression de la charge qui s'applique sur l'élément de plancher qui vient sur la poutre et l'élément structurel. Ben là en fait, ce qui se passe, c'est que il arrive parfois que les surfaces, comme vous le voyez ici, soient irrégulières. Et donc, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire dans une structure pour qu'elle casse, pour qu'on applique entre deux éléments dits durs, donc du béton et du béton. Pourquoi? Parce que si vous avez à un moment donné des déformations de surface de contact, vous avez par exemple ici des points durs et des points durs, vous allez en fait créer une surconcentration de tension dans le béton qui va avoir à faire quoi? Qui va avoir la tendance à casser votre système et à casser tout simplement le béton puisqu'il subirait en un seul point l'effet de l'effort de compression. Et donc ce qu'on a essayé vraiment de faire, c'est d'essayer d'uniformiser la zone de contact entre l'élément de béton 1 et l'élément de béton 2. Et cet élément 1 et 2, on va souvent essayer de les assembler via ce que vous voyez en image ici, du néoprène. Alors le néoprène, c'est quoi? Le néoprène, c'est en fait un matériau qui va vous permettre de diffuser correctement l'effort de compression en essayant d'élargir la zone d'appui où s'applique l'effort de compression. Et donc, si vous avez une charge N qui vient ici et qui va diffuser en un point, vous allez vite dépasser la limite de tolérance de compression de ce béton. Tandis que si vous mettez ici du néoprène, en fait le néoprène il va se comprimer et il va diffuser l'effort N sur la largeur de la zone d'appui. Donc dans ce cas-là, vous allez diminuer la tension et la contrainte dans votre effort, enfin dans votre appui, pardon. Et c'est ça le but ici recherché, c'est de pouvoir essayer de diminuer la tension qu'on a dans nos éléments de béton en élargissant la zone d'appui. Alors on le voit notamment, si vous prenez le catalogue de chez Willy Nassen, je pense que chez Willy Nassen il le montre très très bien, je pense au début, si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être pas dans celui-là, c'est peut-être dans l'autre, je vais reprendre ici au tout début. Bizarrement, on voit encore les gaines d'injection ici pour les colonnes, mais ce n'est peut-être pas ici alors. Je crois que voilà, c'est dans le catalogue Ergon, je viens de le voir. Oui. Donc on le voit ici au niveau des détails, mais c'est pas très clair. Je vais essayer de vous le montrer. J'ai retrouvé le schéma que je voulais vous montrer. Donc le voilà ici. Celui-ci. On le voit en fait partout où il y a des zones d'appui. Par exemple, on le voit sur une poutre armée en béton qui reçoit la charge et la surcharge qu'on pourrait avoir sur les éléments de plancher. On voit en fait ici un appui en néoprène. Et donc cet appui en néoprène, c'est la bande noire que vous voyez là. Ça permet toujours sur la console de la colonne que l'on a ici, de diffuser et de mettre un petit peu plus finalement de diffusion d'effort, de diminuer vraiment la contrainte propre sur l'appui. Et le deuxième atout que je n'ai pas encore parlé par rapport à cet appui en néoprène, qu'on peut retrouver, comme on le voit là-dessus, sur la poutre de toiture, là-bas, en fait ça permet, comme c'est une bande très compressible le néoprène, ça permet de donner une rotation en fait aux éléments, aux éléments qui viennent s'appuyer dessus, que ce soit les poutres en béton de toiture, les poutres de plancher ou quoi, ça donne une possibilité de rotation au niveau de l'appui. Donc ça c'est vraiment les deux fonctions majeures du néoprène, c'est d'empêcher
les irrégularités d'exister au niveau des zones d'appui entre éléments. Et la deuxième fonction, c'est vraiment de permettre une possible rotation des éléments l'un avec l'autre, vu sa possible compressibilité au niveau de l'appui. Alors ça, je voulais ici vous le montrer, en fait, on va prendre la jonction entre deux colonnes. On le voit, on a là au-dessus la colonne 1, en dessous la colonne 2. En fait, si on met un appui dur par rapport à un appui mou, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit en pointillé, ce sont les trajectoires de contrainte de compression. Quand vous avez un appui dur, en fait, vous allez concentrer les efforts en un point qui est l'appui dur. Que si vous prenez un appui mou, en fait, lui, sous l'effet de la compression, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déformer, il va vraiment s'aplatir et prendre une certaine largeur. Qu'un appui dur, il va rester dur, il ne va pas commencer à se déformer et s'élargir au fur et à mesure qu'il y a un effort de compression. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement? En fait, quand vous allez avoir un appui dur, vous allez avoir les lignes de compression qui vont se centrer ici, que quand vous allez avoir l'appui mou, vous allez avoir une diffusion très large sur toute la largeur de la colonne, bien droite, qui vont passer d'une colonne à l'autre et qui vont transférer l'effort de compression sur l'appui. Et sur le matériau, ici, dit souple. Mais qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? En fait, il faut comprendre un petit peu plus loin que ça. Quand vous allez être avec des transferts ici bien uniformes de toutes vos lignes de compression, vous allez au niveau des appuis créer en fait une déformation du bas ou du haut de la colonne. Et vous allez avoir ici des efforts qui vont avoir tendance à déformer vers l'extérieur vos sommets de colonne et vos pieds de colonne. Donc pour pouvoir reprendre ces efforts de déformation, on va devoir, quand on utilise des appuis mous, mettre plus d'étriers au niveau des appuis, en tête et en pied de colonne, que quand on utilise un appui dur, en fait, on canalise très très bien les zones où vont passer les efforts de compression. Et avec ça, en fait, vous voyez qu'ici, la matière là, ici et là, est moins sollicitée du point de vue de cette déformation, puisqu'en fait, la compression n'agit quasi qu'ici. Donc, dans un système d'appui dur, les étriers sont moins denses au niveau de la jonction des appuis. Ça va? Ça, c'est la différence qu'on a entre assemblage entre deux colonnes, entre un appui dur et un appui mou. Donc, je répète, quand vous avez l'appui mou, en fait, vous allez bien uniformiser l'effort de compression, ça, il n'y a pas de souci, mais vous allez quand même faire travailler toute la largeur de la colonne. Et donc, vous allez créer des efforts de déformation ici et ici, qui ont tendance à déformer complètement la tête et les pieds de la colonne, et on reprendra ces déformations par des étriers plus conséquents. Quand on est dans un appui dur, en fait, on canalise très très bien ici nos systèmes d'effets de compression, et on fait un peu moins travailler la matière au niveau des appuis, donc on a moins besoin forcément d'un système d'étrier aussi dense quand on utilise un appui dur. Alors les effets maintenant ensuite de traction, les efforts de traction et d'assemblage, comment on va les reprendre? Je vous prends l'exemple ici premier, très très simple, via DOD, l'effet de traction il est repris par l'assemblage et le chaînage longitudinal. C'est lui qui reprend cet effet de reprise d'effort de traction uniquement. Quand on est au niveau maintenant d'une colonne, on voit la colonne ici, et là, ce sont les éléments de bardage. Alors comment est-ce qu'on fait? En fait, on va retrouver ici notre colonne et nos éléments de bardage. Qu'est-ce qui va réellement reprendre l'effet de traction? C'est la petite plaque crantée ici. C'est celle-là qui reprend finalement l'effet de traction. Pas plus compliqué que ça. On le voit en détail technique ici. Toujours donc chez Willy Nassen. Donc là, si on descend un petit peu plus bas, alors je vais mettre les systèmes pour avoir plus facile. Voilà.
ici, quand on regarde ici, donc on retrouve le schéma que je vous ai montré. Donc là-dessus, quand on regarde le détail numéro 2, en vue latérale, comme on dit, ben, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve cette patte qui va empêcher la traction de l'élément de bardage vis-à-vis de sa colonne. Quand on regarde non pas en vue latérale, mais en vue en plan, en fait, on revoit cette plaque qui ici s'ancre dans le rail propre à la colonne, et on retrouve la partie crantée ici, qui vient se fixer. Donc là, on a vraiment l'assemblage qui comprend vraiment la reprise à l'effet de traction. Ici, quand on regarde ici l'assemblage au niveau de l'aspect vraiment extérieur, donc on voit qu'en fait, il existe, comme je vous ai dit, le stical, le joint de mastic, qui empêche l'infiltration d'eau. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un petit rebord comme ça au niveau supérieur des éléments de bardage? C'est pour empêcher, même si voilà, le temps ou le mastic n'a pas bien été placé, ou je ne sais pas, mais en fait, si une possibilité d'eau arrive par écoulement, en fait, ça empêche la remontée de l'eau pour arriver à l'arrière. Et en fait, ça, les plaques de calage, en fait, c'est des petites plaques qui ont des épaisseurs de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 mm. Et ça permet, lors du montage des éléments de bardage, de les régler de niveau horizontal. Donc quand on règle le niveau horizontal, on s'aide de ces plaques de calage pour le fixer de la manière la plus simple possible. Toujours vis-à-vis des efforts de traction, on l'a vu tout à l'heure, à la place d'avoir des tiges filetées avec écrou, on prend des simples tiges dans lesquelles la poutre de toiture reçoit des réservations, on fixe la tige dans la gaine de réservation, on fixe avec du Groutex et c'est terminé dans ce cas-là. Ok. Pour l'effet de cisaillement, lui, par contre, il est le plus souvent rencontré au niveau donc, des éléments de mur, comme je vous ai montré, via cet assemblage-ci. Donc quand on regarde le système VSI, donc, voilà. Donc on a un système possible de reprise de cisaillement, donc c'est le cisaillement qu'on voyait en vert avec les flèches vertes, ou alors l'autre cisaillement, c'est le cisaillement bleu, comme on voit monter et descendre. C'est les deux types de cisaillement qu'on pourrait rencontrer. Donc ça, c'est un assemblage qui reprend le cisaillement entre murs. Ici, quand on est vis-à-vis des planchers, qu'est-ce qui reprend le cisaillement? C'est pas compliqué, c'est comme on le voit, les chaînages entre nos éléments d'ourdi. Les chaînages transversaux et longitudinaux, c'est ces deux-là qui reprennent cet effort T qui cisaille nos éléments de plancher. Vraiment pas chercher compliqué ici. Système de moment fléchissant, oui. Qu'est-ce qui reprend le moment fléchissant? Au niveau des appuis de poutre sur colonne, l'élément qu'on vient de voir ici pourrait, je dis bien pourrait reprendre cette partie de moment fléchissant. Ou alors, comme vous voyez ici au niveau des cornières, là c'est vraiment un système de plaques métalliques qui permet, via l'ancrage des tiges, ces légers moments fléchissants en pied de fondation. Donc ça peut être encore envisagé là-dessus. C'est pas ce qu'il y a de plus essentiel vis-à-vis de la connaissance, mais c'est ce qui permet de comprendre comment ces moments fléchissants peuvent être repris. Donc ceci clôture la première vidéo par rapport donc à votre leçon numéro 4. Alors, si je reprends avec vous ce qui est essentiel à retenir dans cette leçon. Alors, ce qui est vraiment essentiel de bien comprendre dans cette leçon, et j'ai vraiment essayé d'être le plus détaillé possible, c'est de comprendre vraiment tous les types d'assemblages possibles. De 1, comment ils sont placés. 2, à quoi ils servent. Quelle reprise d'effort ils reprennent, donc que ce soit l'effort de cisaillement, l'effort de compression ou l'effort de traction. En fait, c'est ça vraiment qui est intéressant dans le système. C'est vraiment de voir, par exemple, si je prends ici, cette plaque-ci, voilà, cette plaque-ci, qu'est-ce qu'elle reprend? Elle reprend l'effet de traction vis-à-vis de la colonne sur l'élément de bardage. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aussi envisager ces bardages? Là, on est sur structure métallique. On n'a pas de système avec réservation à gauche à droite, on a juste une patte en Z. Si je prends l'exemple là-bas,
entre les deux assemblages, ben, ça va me dire ben, lequel est le mieux. Est-ce celui-là ou celui-là? Ben, si on parle en termes de rapidité d'assemblage, ben ça, on a un cache, deux caches, on a la plaque, et puis c'est fini. Ça, on doit s'amuser à faire 14 trous, c'est un petit peu plus long, c'est certes beaucoup plus solide, mais aussi c'est plus rigide. Que ça, vous avez encore un petit degré de flexibilité. Ça, pas flexible, beaucoup plus rigide. Donc ça, on l'utilise pour, par exemple, des panneaux un petit peu plus grands, un petit peu plus chargés, que ceci, ben, c'est un petit peu plus de chipot, avec ben, un petit peu plus de flexibilité, on a un petit peu plus réglé, mais ça donne un petit peu plus de flexibilité. Ben, savoir vis-à-vis des murs, quand on les assemble, pourquoi est-ce qu'on les assemble au niveau des chaînages supérieurs et inférieurs, au niveau des boucles, comment ça fonctionne les boucles, qu'est-ce qu'elles reprennent comme effort, qu'est-ce qu'on fait une fois que ben, l'assemblage est fini, ben, on met avec du Groutex à l'intérieur, savoir ici les différents types d'assemblage qui existent avec ben, les appuis durs, les appuis mous, qu'est-ce que le néoprène, à quoi est-ce qu'il sert, les deux fonctions même du néoprène, et savoir ben, un petit peu ici prendre le pli des détails techniques et de savoir un petit peu par rapport à ça aux détails techniques à quoi ils servent. Ça va?